Et quand j'ai demandé au médecin savoir si ça ne pouvait pas venir, quand même, du vaccin, c'est pas normal. Moi qui étais quand même assez costaud, sans essoufflement, une bonne force musculaire, et je me retrouve totalement démuni de tout ça. Beaucoup de choses que moi je ne peux pas expliquer et que le médecin lui-même ne peut pas. Donc, très déçu de ce pseudo-vaccin. Je crois que j'ai fait la plus grosse erreur de tous les temps. Voilà. Et des séquelles certainement irréversibles. Voilà. Donc, problème au cœur à surveiller, les poumons, ce manque d'oxygène. Je vis avec de la ventoline et je passe mes nuits avec de l'oxygène, avec des bouteilles et un contrôle régulier chez cardiologue. Donc voilà, je regrette beaucoup. Mais la maladie a progressé, la communication est difficile, la respiration est atteinte. Mi-février, alors que j'étais encore hospitalisé, elle m'écrit plutôt, tu peux revenir parce que je dois partir. Son dossier d'euthanasie instruit pendant 18 mois en Belgique est validé depuis janvier 2024. Plusieurs dates sont proposées et elle choisit le 12 mars. À partir du moment où la date est fixée, elle s'apaise. Les dernières semaines sont calmes. Nous nous retrouvons dans l'amour. La maladie n'a pas détruit le lien. Nous nous excusons mutuellement, nous partageons des moments simples, nous rions, jusqu'au dernier soir. Dans les derniers jours, elle m'écrit « Vas-y doucement, ménage ta monture. J'ai eu tort, j'étais idéalisé, mais j'ai trop compté sur toi. » Sylvie est partie, apaisée, entourée et libre de sa décision jusqu'à la dernière seconde. Je témoigne aujourd'hui pour ce qu'elle a vécu et perdu, pour l'amour, la liberté et la vie qui s'éteigne trop tôt, pour les moments volés à ce qu'on aime. Quelques semaines après les 2 injections, mon fils a commencé à développer des troubles du comportement à la crèche. Puis une immunité diminuée, enchaînant les otites chroniques avec perte d'audition. Et puis vous imaginez les conséquences avec des nounous qui ont porté le masque jusqu'en avril 2022. À l'école, cela a continué. On a vu la psychologue scolaire, l'infirmière de la PMI, et j'en passe. Les conséquences de la période Covid pour le développement de nos enfants ont été ignorées et sont encore niées aujourd'hui. Aujourd'hui, heureusement, mon enfant a de belles améliorations, grâce notamment à des traitements de fond prescrits par un médecin généraliste homéopathe. Mais cela reste fragile. Vous pourrez parler de coïncidence. 5 études scientifiques confirment le passage de l'ARN messager du vaccin dans le lait maternel au cours de la première semaine suivant l'injection. J'espère que l'empoisonnement pour lui a été temporaire, parce que j'aurai toujours ce poids sur le cœur, et je lui demande pardon. Aussi, dans le livre d'Hélène Banoun, La science face au pouvoir, il est évoqué que la FDA, donc c'est la Food Drug Administration, donc c'est l'équivalent de l'ASNM en France, savait que l'ARN messager vaccinal passait dans le placenta et le lait maternel dès février 2021. Donc je vous invite, femmes enceintes ou allaitantes, à vous informer, à poser des questions à vos médecins et injecteurs. Sachez cependant qu'encore aujourd'hui, après plus de 5 ans d'inoculation de ce produit expérimental, aucune nomenclature n'existe. Vous n'avez pas de notice. Donc il est impossible de connaître les risques encourus à court, moyen et long terme pour vous et votre bébé. Je terminerai par nos choix actuels de santé comme de consommation en lien avec le respect du vivant feront le monde de demain. Prenez soin de vous, prenez soin des générations suivantes. Depuis maintenant 2 ans, du jour au lendemain, alors que je n'avais pas de problème, je n'ai plus de règles. Je suis sûrement à moins de 40 ans en ménopause. Photo vaccin, personne ne sait. Je vis avec cette fatigue chronique qui me déclenche des poussées de fièvre et des grosses crises de fatigue au quotidien. Le moindre virus, comme un rhume, me cloue au lit pendant des semaines et des semaines. Et aujourd'hui, si je suis là, devant vous, c'est grâce à la victime que j'ai connue il y a 2 ans.
Cette association qui m'a sauvé la vie. Moi qui, il y a 2 ans en arrière, je disais c'est mon dernier anniversaire. J'avais déjà parlé à mes parents de partir, je voulais plus vivre dans la souffrance. Et depuis 1 an, j'ai rencontré toute cette belle famille de victimes et je me suis mis très active dans l'association. Je fais partie aujourd'hui du conseil d'administration parce que venir en aide à ceux et celles qui sont dans le besoin et qui sont dans la détresse, surtout les personnes encore seules à l'heure d'aujourd'hui, ont pris un sens pour moi. Nous nous battons au quotidien pour que nous soyons tous vus, entendus, compris et surtout reconnus par l'État. Quel combat! Je le dis haut et fort, à victime m'a sauvé la vie. Moi, je peux dire, je le confirme, qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance par rapport à beaucoup de personnes. Parce que je n'ai aucun symptôme, j'ai rien comme médicament. J'ai jamais pris de médicament, j'en prendrai plus maintenant. J'ai même dit à mon médecin, les prises de sang, les cancers, les machins, je dis, j'en veux pas, vous arrêtez tout. Je dis, moi, je suis perso, je vis ma vie, j'ai envie de vivre ma vie, il y a plein dedans. Donc maintenant, eh ben, je suis dans le sens où, quelque part, avec mon épouse, on va en Espagne, puis on voyage, vous voyez, on vient à Vierzon en train, on promène, et puis on a tout ce qu'il faut, quoi, disons. Donc, et en Espagne, ça sera pareil, hein. On a tout ce qu'il faut, quoi. Donc c'est pour ça que bon, aujourd'hui, j'ai fait un choix de ne plus côtoyer le côté médical, parce que bon, du côté médical, il y a du bon, il y a du mauvais, mais il y a beaucoup plus de mauvais parce que ce qu'ils ont fait quelque part, moi j'ai dit toujours, c'est tous des assassins, que ce soit les médecins, que ce soit les médias, que ce soit le gouvernement. Pour moi, c'est des génocides qu'ils ont fait créer. Voilà. Elle va être contente, ma choupinette, parce que je l'appelle ma choupinette. Elle va dire voilà. Donc, les jours à venir vont être compliqués, mais on essaie de les prendre avec le sourire parce que sa fin de vie, elle le voyait avec des sketchs. Donc, sans connaître Stéphane, sa cérémonie, elle la voyait avec des sketchs d'humour, de dinguerie, comme elle dit. Eh bien, je m'attends au pire parce qu'elle est en train de faire une stratégie avec son frère. Donc, ça serait une surprise aussi pour moi parce que je ne serais pas au courant. Et donc, voilà. Donc, ça sera un sketch le jour de ses funérailles qui sont plus guère loin. Donc, je vous remercie à tous. Je remercie mon Stéphane, mon docteur. Et puis, prenez soin de vous. Profitez de la vie, de tous les moments que vous pouvez attraper, voler par-ci, par-là. Profitez de vos proches. Malgré des fois, si c'est tendu, profitez-en. Mettez un mouchoir sur vos disputes et prenez soin de vous. Merci. Donc, il faut faire preuve de patience, de courage, parce qu'on va essayer de mettre des bâtons dans les roues. L'UNIAM va redemander des pièces qu'on a déjà transmises. Ensuite, il y aura une expertise. Moi, les expertises médicales auxquelles j'ai assisté pour les victimes des faits indésirables se sont assez mal passées avec des médecins qui étaient hautains, arrogants, qui ne voulaient absolument pas reconnaître qu'il y ait un effet indésirable. Donc, c'était, de toute façon, vous prenez de la vitamine D, c'est pour ça que vous avez un effet indésirable. Vous devez prendre des compléments alimentaires sur Internet, c'est pour ça que vous avez des effets indésirables. Donc, ça peut être très compliqué pour les victimes qui sont déjà en souffrance physique, psychique, en plus d'avoir l'impression, quand elles se retrouvent face à ces experts, d'être comme des moins que rien. Donc, il faut se faire accompagner par des médecins, par des avocats, par des associations. Mais la preuve en étant l'année dernière, c'est vrai qu'au bout de 10 ans de procédure pour cette cliente, elle a obtenu quand même une bonne indemnisation. Donc, il faut avoir le courage, la persévérance, ne rien lâcher. Et avec tout ça, on finit par obtenir une indemnisation. Première des conditions, il faut qu'on ait une vaccination avec du recul, une vaccination connue et reconnue. Vous apprécierez si, évidemment, les vaccins mis en circulation remplissaient cette première condition. Deuxième condition, il faut évidemment qu'on ait une connaissance des avantages et des effets secondaires. Et que par conséquent, on puisse dire la balance avantages-inconvénients est largement en faveur des avantages. Rappelez-vous, on a vacciné, puis ensuite on a regardé ce qui s'est passé. Vous avez eu une magnifique conférence juste avant. Vous avez donc compris que cette deuxième condition, évidemment, n'est pas remplie. La troisième condition, il faut évidemment que la vaccination ne soit pas contrainte et forcée. Et donc, par conséquent, c'est là la grande différence entre une vaccination obligatoire et une vaccination forcée.
D'autres termes, vous devez avoir un consentement. Si vous refusez la vaccination, on ne peut pas venir de force vous l'injecter. Quatrième condition, il faut évidemment que les avantages de la vaccination soient largement en faveur par rapport aux inconvénients. Et cinquième condition, c'est la plus importante, on pourrait presque se cantonner à celle-ci, il faut qu'en cas de refus de vaccination, il n'y ait pas de conséquences disproportionnées. D'autres termes, si vous refusez la vaccination, vous ne devenez pas un misérable, vous n'êtes pas un paria de la société, évidemment, la vie continue. Dans la décision Wawrinka, donc la décision du 8 avril 2021, on est sur une vaccination infantile. La Cour européenne de l'homme nous dit qu'il n'y a pas de problème dans cette affaire-là. Pourquoi ? Parce que le refus de la vaccination obligatoire, c'était simplement une amende, une contravention de 250 €. Donc, évidemment, en termes de conséquences, on est très loin de ce qu'ont subi les soignants suspendus. Donc, sans être un fin juriste, vous l'aurez compris, si le gouvernement voulait vraiment se faire condamner, ils n'auraient pas fait autrement. Donc, 3 solutions à venir dans les prochains mois, puisque nous sommes en 2026, on a répliqué, nous, en 2025. J'ose espérer quand même qu'à un moment donné, le délai raisonnable que la Cour européenne des droits de l'homme impose à toutes les juridictions va elle-même se l'imposer. 3 possibilités. Première possibilité, c'est une confirmation de sa décision du 8 avril 2021. D'autres termes, elle reprend sa décision, elle l'applique à la loi du 5 août et elle nous dit, bon, bah, écoutez, effectivement, la loi du 5 août est manifestement totalement illégale et donc, conventionnellement, ça doit dégager. Deuxième solution, elle opère un revirement. Elle vous dit quoi ? Elle vous dit, bon, finalement, on a dit quelque chose en 2021, on va dire tout le contraire. Ça peut arriver, pourquoi pas, c'est extrêmement rare, mais pourquoi pas, c'est une des possibilités qui est sur la table. Troisième, décision mi-figue, mi-raisin, ce qui est aussi plausible, c'est-à-dire elle reconnaît que dans la situation de M. Thévenon, ils sont allés trop loin, parce que quand on l'empêche de réintégrer pour les feux de forêt, on va quand même beaucoup trop loin. Mais elle peut fixer des conditions en disant que en dessous d'un certain degré, bah finalement, ce n'est pas suffisant pour caractériser une illégalité. C'est très certainement un des scénarios qui sera mis en place devant la CEDH. On aura la réponse, bien sûr, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je ne manquerai pas de communiquer sur ma chaîne YouTube à ce sujet. Quelles conséquences si on a un scénario positif ? La première des conséquences, c'est qu'en tant que soignant suspendu, et vous savez que j'en représente un peu plus de 480 un peu partout en France, c'est l'indemnisation. C'est l'indemnisation. Et évidemment, ça va avoir des conséquences sur la vaccination obligatoire contre la grippe. Vous n'en avez pas trop entendu parler, mais je vous assure, elle arrive. Elle arrive parce qu'elle est dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2026 et que pour l'instant, c'est simplement qu'ils n'ont pas réussi encore à voter le texte, mais c'est bien prévu dans le texte et on ne sait pas quelles vont être les conséquences d'un refus de cette vaccination. Moi, je pense raisonnablement qu'ils vont s'inspirer de ce qu'ils ont fait avec la loi du 5 août. C'est la suite logique, c'est l'effet cliquet. Donc voilà, ça a toujours été comme ça dans l'histoire. Rappelez-vous, les impôts étaient temporaires. Voilà, vous avez compris. Et enfin, évidemment, la loi du 5 août 2021 existe toujours. Si on gagne devant la Cour européenne des droits de l'homme, cette loi devra forcément disparaître. L'État se dérobe, il se lave les mains comme pense Pilate, mais certains juges le poursuivent. La Cour de cassation a renforcé cette brèche. Aucune déchéance ne peut intervenir avant que les citoyens sachent qu'ils disposent d'un droit. Personne ne peut être exclu du système dans le silence. Ed oltre i confini l'Europa osserva, sempre molto distante dai cittadini. Nel 2025 vi sono rinvii e sospensione in attesa della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ma noi non abbiamo fiducia nelle istituzioni europee, non ci illudiamo. Au-delà des frontières, l'Europe observe, toujours très éloignée des citoyens. En 2025, des renvois, des suspensions sont en cours dans l'attente de la Cour de justice de l'Union européenne. Nous n'avons pas confiance dans les institutions européennes. Nous ne nous faisons pas d'illusions. Il dovere di resistere non nasce da una ideologia, nasce dal diritto. Le devoir de résister ne naît pas de l'idéologie, il naît du droit. Resistere significa impedire che l'emergenza diventi un sistema, significa costringere il potere a restare nella giustizia, quella vera, quella che nasce dal diritto naturale,
quella che nasce dentro la coscienza di ogni essere umano. Résister, c'est empêcher que l'urgence devienne un système. C'est contraindre le pouvoir à rester dans la justice, la vraie, celle qui naît du droit naturel, celle qui prend racine dans la conscience de chaque être humain. Significa quindi ricordare che l'uomo non è una variabile sacrificabile. Chi detiene il potere se lo deve ricordare e glielo dobbiamo ricordare noi. C'est rappeler que l'homme n'est pas une variable que l'on peut sacrifier. Ceux qui détiennent le pouvoir doivent s'en souvenir et c'est à nous de le leur rappeler. Ed allora la resistenza sarà ancora di più fondamentale per tutti noi, per il nostro futuro. Cari amici, lo dobbiamo fare, siamo qua per questo e siamo gli ultimi dei combattenti. Et c'est à nous de le leur rappeler. Alors la résistance devient encore plus fondamentale pour nous tous, pour notre avenir. Chers amis, nous devons le faire. Nous sommes ici pour cela. Nous sommes les derniers combattants. Les traitements. Alors, l'idéal, c'est la prise en charge dans les centres de compétences. Vous comprenez que devant ces atteintes multisystémiques et très différentes, c'est ce qu'il faudrait. Mais il n'y a pas beaucoup d'argent et il n'y en a pas beaucoup. Alors, il y a quand même des traitements qui sont communs aux différentes formes. Alors déjà, le passing, c'est une forme de rééducation. Il faut savoir que l'énergie de ces patients est très faible et qu'ils doivent fractionner leurs activités. Et petit à petit, c'est vraiment une prise en charge particulière. Vous n'allez pas leur faire du vélo en rééducation, ça les épuise, hein, ils ne peuvent pas. La rééducation neuropsychologique respiratoire, neuropsychologique pour essayer d'améliorer la mémoire et les troubles cognitifs, l'oxygène en intermittent, la prise en charge psychologique est importante car ces complications, qu'elles soient du Covid long ou post-vaccinal, comme dit le professeur Salmon pour le Covid long viral, c'est une petite mort lente, silencieuse. C'est vraiment des gens qui sont des vies brisées, le travail, enfin, complètement un grand bouleversement et le soutien vraiment est indispensable. On peut utiliser les anti-inflammatoires, les antidouleurs, les antihistaminiques, les bêta-bloquants, si on veut. Il faut insister sur l'ajout de vitamines, en particulier la vitamine D, très importante. Tout le monde devrait en prendre, on va avoir une supplémentation, mais également la vitamine C, qui joue un rôle. Et puis, ce sont des patients qui ont souvent des déficits de vitamine D groupe B. La stimulation du nerf vague. Nous évoquerons l'ivermectine et les compléments alimentaires. Alors, l'ivermectine, j'ai eu la chance d'écouter Andrew Hill début 2021, qui était le spécialiste de l'ivermectine, et il en parlait avec un tel enthousiasme que j'ai compris que c'était un médicament qui était très utile dans le SARS-CoV-2, entre autres, sans danger. Et malheureusement, après, sous la pression, il a dû modifier ses conclusions. Le top du top, c'est d'aller en Allemagne et de faire doser la protéine Spike, vaccinale et non vaccinale. Donc, quand les gens vous racontent l'histoire clinique, ils vous disent souvent, voire tout le temps, que c'est après un vaccin ou après un Covid. Mais les signes cliniques sont résumés là, un brouillard cérébral, le trouble de la mémoire, ralentissement des idées. Chez les femmes, ce n'est pas marqué. Chez les femmes, c'est trouble du cycle et trouble des règles. Chez les jeunes femmes, c'est fréquent. J'ai fait une étude, c'était 1 à 2 femmes sur 10 qui avaient ou qui ont encore des troubles du cycle et des règles, j'insiste. Et ça peut se guérir pour une partie. J'insiste de nouveau. Donc, moi, je commence par éliminer tout. Quand je dis moi, ce n'est pas prétentieux, hein, c'est juste dans ma pratique. Donc, une fois qu'on a tout éliminé avec la prise de sang complète, une fois que les patients ont été voir d'autres patients, d'autres médecins, pardon, d'autres confrères, je propose le traitement d'ivermectine. Et ce qui est important à dire, c'est que quand vous avez une réponse, vous les avez dans les quelques jours, 10, 15 ou 20 jours. Ce n'est pas au bout de 6 mois. Si la réponse va être positive, la plupart du temps, c'est vraiment très rapide. Et vous voyez bien l'amélioration. On a parlé de troubles cognitifs. Les gens qui ont des Covid longs, quand vous les voyez autour de vous, ce sont des gens qui sont tristes, qui sont repliés sur eux-mêmes, qui sont dans leur brouillard cérébral, qui sont peu relationnels et souvent ils sont énervés et un peu irritables. Et ben, quand vous donnez le traitement, vous pouvez voir en une semaine de consultation, d'une semaine d'intervalle de consultation, le changement sur leur visage.
Et ça m'arrive de leur dire, ah ben vous êtes mieux. Et effectivement, la plupart du temps, ils sont mieux, ils vous l'expriment. Donc, il ne faut pas désespérer parce qu'on vous dit que vous avez un Covid long et que ça dure depuis 4 ans ou 5 ans ou 6 ans. Si, pour une partie, on peut vous soigner. Et je vous conseille vraiment d'ouvrir le champ de la réflexion, de suivre les conseils des autres confrères. Moi, je n'ai pas la prétention de remplacer les centres de Covid long, prise en charge de Covid long. C'est une prise en charge complémentaire. J'ai fini, quel bonheur. Donc, je vous redonne rendez-vous à l'année prochaine où on parlera plus longuement de ça parce que je pense que ça mérite vraiment un vrai débat et vraiment que vous gardiez espoir pour une partie d'entre vous. L'ivermectine a d'autres applications pratiques qui sont développées aux États-Unis, sur des tendinites par exemple, sur les syndromes d'Alzheimer par exemple, sur les scléroses en plaques par exemple. Je pense qu'ils ont raison de fouiller cette voie-là. Je pense parce que j'ai eu quelques cas cliniques où effectivement j'ai été surpris de l'amélioration que peut apporter l'ivermectine. C'est que de la clinique, c'est une constatation. Et je n'ai pas le recul pour dire c'est sûr ça marche. Mais je pense que cette voie-là devrait effectivement être envisagée et on devrait pouvoir en discuter posément, calmement, avec des arguments cliniques. Pour ce qui me concerne, j'ai tous mes dossiers cliniques. Donc, si jamais le Conseil de l'Ordre veut me demander mon avis, il n'y a pas de problème. J'ai tous mes dossiers cliniques. Donc, je sais très bien qui je peux adresser, qui je peux voir. Voilà, parce qu'en France, il faut qu'on prouve que. Voilà, il faut qu'on prouve. Mais on prouve en fonction de ce qui se fait, surtout en France, pas forcément à l'étranger. Ce qui est dommage d'ailleurs. Voilà, donc garder espoir. Et voilà, mais il faut vraiment essayer de diverses thérapeutiques pour essayer de s'en sortir de ces Covid longs qui existent, hélas. La peur, ça fige et ça empêche le raisonnement. Donc, il faut sortir de la peur. Pour sortir de la peur, il faut être dans l'action. Et donc, je plaide pour que les gens reprennent leur santé en main. C'est indispensable. Il y a aussi des gens qui viennent parce que, d'où le fait que ce n'est pas tellement restreint à mon activité, j'ai des hommes qui viennent me voir aujourd'hui pour que je les aide à prendre en charge leurs effets indésirables qui, pour moi, d'après tout ce que j'ai investigué, entendu, écouté, ne sont ni indésirables, ni secondaires, mais sont bien tout à fait désirés et primaires, puisque pour moi, ça a été fait exprès. Là, il y a encore beaucoup de gens qui ne l'ont pas intégré. Et donc, ces gens, hommes et femmes, viennent chez moi pour qu'en 5 jours, j'arrive à les débarrasser d'absolument tout et que ça soit à la limite aussi rapide que l'injection qui les a rendus malades. C'est impossible. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut réfléchir à ce qu'est la santé. La santé, ça ne sera pas de prendre de l'ivermectine, ni de prendre un vaccin, ni de prendre de la vitamine D. Ça va être toute une réflexion. Qu'est-ce que je mange? Dans quoi je vis? Comment est mon environnement? Et les personnes que je fréquente, sont-elles des personnes qui me nourrissent? Suis-je dans un travail qui me convient, dans un couple qui me nourrit? Comment je suis, moi, avec mes enfants, avec mes amis? Qu'est-ce que je fais pour nourrir la joie de vivre qui a été éteinte en moi depuis que je suis tout petit à l'école? Comment je fais aujourd'hui pour me nettoyer le corps, l'esprit, l'âme? Qu'est-ce que je fais pour aujourd'hui agir vraiment et collaborer avec le thérapeute que j'ai choisi, médecin ou autre soignant, peu importe. Ich habe in meiner Praxis auch schon zahlreiche Impfopfer behandelt, zum Teil mit massivsten Schädigungen. Ich habe viele positive Erfahrungen sammeln dürfen. Ich erlebe immer wieder, dass sich die meisten Impfgeschädigten selbst schwere Vorwürfe machen, dass sie sich überhaupt für die Impfung entschieden haben oder sich dazu haben nötigen lassen. Wir alle wissen, wie perfide die Angst und Panik in den Medien war, wie gemein die Staatspropaganda, die Gehirnwäsche inszeniert wurde, mit der man die Menschen in die Impfung getrieben hat. Und mein erster Hinweis, jeder, der sich hat impfen lassen, möge sich selbst diese Entscheidung unbedingt verzeihen. Das ist enorm wichtig. Man muss einen Schlussstrich ziehen. Das ist passé. Jeder hat sich im Leben schon mal für was Falsches entschieden. Aber jetzt gilt es, sich nie mehr wieder von irgendwelchen selbsternannten vermeintlichen Autoritäten auch nur irgendetwas einreden oder aufdrängen zu lassen. Und alles fortan daran zu setzen, ein möglichst gesundheitsorientiertes Leben zu führen. Das heißt, auf gesunde Ernährung mit möglichst biologisch erzeugten Nahrungsmitteln, ausreichend Bewegung in der Natur, frische Luft zu achten und auch gute erbauliche Sozialkontakte zu pflegen, in der Familie, im Freundeskreis, auf der Arbeit, sich gegenseitig zu helfen und zu unterstützen. Der Mensch ist die beste Medizin für den Menschen. Schon Hippokrates und Paracelsus haben diese wichtigen Gedanken formuliert. Zur Beendigung von chronischen Entzündungen, die ja durch die in vielen Fällen noch lange
nach der Impfung durch die mit den Impfstoffen transfizierten Zellen gebildeten Spike-Proteine verursacht werden. Auch gegen die wiederkehrenden chronischen Infekte, die Fatigue-Syndrome, hat sich auch das Fasten bewährt für einige Stunden oder auch Tage, weil damit der Körper in die sogenannte Autophagie gebracht wird, bei der in den Zellen und Zellzwischenräumen abgelagerter Schmutz beseitigt wird. Als Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel haben sich die folgenden relativ kostengünstigen gut bewährt. Die Substitution von Vitamin D3 zusammen mit Vitamin K2 Magnesium, sodass ein Vitamin D3-Spiegel von 60 bis 100 Nanogramm pro Milliliter erreicht wird. Selen als Natriumselenit zum Beispiel 200 Mikrogramm täglich, Zink mindestens 15 Milligramm täglich. Gerne rezeptiert wird auch von dem bekannten amerikanischen Kollegen Peter McCullough empfohlene Dreierkombination. Nattokinase, das Enzym aus fermentiertem Soja zur Vorbeugung und Behandlung der Mikro- und Makrotrompenbildung, 2000 fibrinolytische Einheiten zweimal täglich, gegebenenfalls als Ersatz für ASS, Acetylsalicylsäure, 100 Milligramm täglich, das ebenfalls viele Kollegen zur Verhinderung der Trompenbildung einsetzen. Das Ananas-Enzym Bromelain, 500 Milligramm täglich, sowie der Hauptwirkstoff aus der Gelbwurz Kurkuma, das Polyphenol Curcumin, 500 Milligramm zweimal täglich, zur besseren Aufnahme vorzugsweise in liposomaler Form. Folgende Pflanze hat sich ebenfalls bestens bewährt, Löwenzahnwurzel als Tee zum Beispiel zur Ausleitung von Spike-Proteinen. Und viele Kollegen substituieren auch das zentrale körpereigene Antioxidant Glutathion oder auch NADH, Nikotin-Adenin-Dinukleotidhydrid, ein entscheidendes Coenzym für die zelluläre Energieproduktion in den Mitochondrien. NAC wirkt ebenfalls antioxidativ und hat sich vor allem zur Schleimlösung in Lungen und Bronchien bewährt. Und in meiner Praxis konnte ich auch zahlreichen Patienten helfen mit der sogenannten Ozon-Eigenblutinfusion, bei der ca. 100 Milliliter Patientenblut mit einem Gasgemisch aus Ozon und Sauerstoff durchperlt werden und dann zurücktransfundiert werden. Eine vielversprechende neue Therapieoption bei Post-Vac mit allerdings langer Tradition in der chinesischen Medizin, TCM, ist der Huayr-Pilz, Trametes robinifilia mur, ein Champignon, der eine modulierende Wirkung auf das Immunsystem und die Zellregeneration hat. Er kann Entzündungsprozesse dämpfen und möglicherweise auch RNA-Strukturen stabilisieren. Man gibt 3-mal täglich 10 Gramm aufgelöst in heißem Wasser. Und zur Ergänzung all dieser Maßnahmen empfehle ich meinen Patienten auch stets geistige Heilmethoden wie mentale Übungen, Visualisierungen, Meditation und Gebet. Und damit habe ich bei verschiedensten Erkrankungen, bei vielen meiner Patienten beste Erfahrungen gemacht. Wir sollten uns von dem materialistisch geprägten Medizinsystem lösen und uns immer vor Augen führen, dass der Mensch keine Maschine ist, sondern eine untrennbare Einheit aus Körper, Geist und Seele. Und alle drei müssen bei einer echten Heilung erreicht werden. Und ich kann es bis zum heutigen Tag nicht begreifen, wie so viele meiner ärztlichen Kollegen dieser hinterhältigen Lüge von den angeblich sicheren, genbasierten Impfstoffen auf den Leim gegangen sind und warum nur so wenige das so Offensichtliche hinterfragt haben. Es müsste doch eigentlich jedem, der nur ein Semester Medizin oder Biologie gehört hat, völlig klar sein, dass es nicht gut gehen kann, wenn man dem Körper, wie man es mit den genbasierten Covid-Impfstoffen ja tut, den mit der modifizierten mRNA den Bauplan eines gefährlichen Giftstoffs zukommen lässt, ohne im geringsten kontrollieren zu können, wo, also in welchen Zellen dann das Spike-Protein gebildet wird, geschweige denn wie viel davon und wie lange. Wo man also bis dato bei jedem Einsatz eines Medikaments oder eines Impfstoffes immer eine genaue Dosis-Wirkungsbeziehung hatte im Auge, wird mit diesen genbasierten Impfstoffen in mRNA-Technologie ein Blindflug ohne Stoppschalter gestartet. Das hätte eigentlich jedem Arzt, jedem Kollegen einleuchten müssen und ihn davon abhalten müssen, auch nur einem seiner Patienten einen solchen Giftstoff zu injizieren. All der Wahn, den ich in Corona-Zeiten erleben musste, hat mich zutiefst schockiert und aufgerüttelt. Insbesondere auch der Tod meines Vaters nach der Boosterimpfung war für mich ein einschneidender, bewegender Tag. Und ich habe mir an diesem Tag vorgenommen, ja geschworen, dass ich weiterhin alles mir Mögliche tun werde, um meine Mitmenschen zu informieren über die menschenverachtenden Agenda der sogenannten Machteliten, damit sie sich selbst so gut es geht schützen können. Und ich wünsche, dass die Empörung, die ich in mir habe, die Wut auf die Strippenzieher der Corona-Pandemie, dieses größten Verbrechens in der Medizingeschichte der Menschheit, dass sich diese endlich wie eine große Entrüstungswelle, ja, ein Empörungstsunami über die gesamte Gesellschaft aller Länder weltweit ausbreitet, damit wir endlich bald die Handschellen klicken hören, aber diesmal bei den echten Verbrechern. Und das
Merci. Und dass ein für alle Mal ein Ende bereitet wird, all diesen kriminell perversen Wahnsinn wie Gain-of-Function-Forschung, Mod-RNA-Impfstoffen bzw. genbasierten Impfstoffen, allen unsere Gesundheit bedrohenden Pflicht- oder Zwangsimpfungen und den unsäglichen Kriegstreibereien. So an inconvenient study film shows how fraudulent things are when it comes to not showing the real data. An inconvenient study compares vaxxed versus unvaxxed. And for you who are working in this field for a long time and take a strong stand for health freedom, it shows clearly the unvaxxed population, the unvaxxed kids are the healthier ones. Especially when it comes to chronic conditions, allergies, asthma, but also autism spectrum disorder. I also, and I'm sure most of you have heard about it, want to invite you to look at the great work of the Peter McCullough Foundation, where Peter McCullough, Nick Hulsher, and also the great Dr. Andrew Wakefield was part of this amazing study, show the determinants of autism. So please have a look at their work at the website of the McCullough Foundation. And one would think if we have this documentary with hidden camera material, and if we have amazing work as of the McCullough Foundation and many other brave doctors and scientists from all across the world, one would think it's so obvious things need to change. But of course, the big pharma and the unelected global elites working closely with them and the WHO, being sponsored 80% by donations of private sponsors, of pharma lobby organizations, and they have to use the money for the cause that the sponsors say it needs to be used for. So all this is a big fraudulent system that needs to be exposed. So we dedicate our work to bringing and shining light into very dark and corrupt structures. And I want to say thank you to everybody who is brave enough to walk this path with us. With MIHA, Make Europe Healthy Again, we also want to shine a light on other threats to our children, especially to our people, our proud citizens of our nations, like the digital ID. So we will have an event in the EU Parliament on March 4th, 2026 at 5 o'clock Central European Time, and it will be live streamed, and you will find more on gomeha.com. Il serait fondamental de comprendre que pro-vaxisme et anti-vaxisme sont deux configurations idéologiques qui se sont construites en miroir depuis le début, depuis le XVIIIe siècle. Dans la configuration pro-vaccinale, on dit le vaccin, vous l'avez vu tout au long de mon petit topo, c'est-à-dire qu'on écrit ça au singulier et avec une majuscule. C'est comme la science avec un S majuscule, le progrès avec un P majuscule. Donc, dans l'idéologie pro-vax, remettre en cause la balance bénéfice-risque d'un quelconque vaccin en soulignant les effets indésirables équivaut à trahir le principe même de la vaccination. Les effets indésirables sont un tabou dans une structure à caractère idéologique. Et symétriquement, dans la configuration idéologique anti-vax, eh bien, aucun vaccin ne peut jamais présenter le moindre intérêt. Nous avons là deux idéologies qui fonctionnent comme telles et en bloc et qui sont toutes les deux contraires à l'esprit scientifique. Un véritable scientifique ne saurait être ni pro-vax ni anti-vax parce qu'il regarde les choses au cas par cas de manière empirique. Il n'est pas dans l'idéologie.
Or, la crise du Covid eh bien, a en quelque sorte donné une nouvelle jeunesse, une deuxième jeunesse au vieux mythe scientiste, en fait, hein, d'une humanité qui serait délivrée par la science, incarnation du progrès intellectuel et moral. Alors évidemment que nos connaissances, nos outils technologiques en médecine, etc., n'ont plus grand-chose à voir aujourd'hui avec ce qu'ils étaient au XIXe siècle, mais la structure idéologique, elle, est la même. Et surtout, ce qui est dramatique, elle a conservé son simplisme d'antan. Et pour plusieurs raisons, hein, bien sûr, elle nourrit l'idéologie professionnelle du corps médical, hein, elle donne du pouvoir à la médecine, sentiment de pouvoir. Je vous renvoie à un travail fondamental de grand historien de la médecine, Jacques Léonard, la médecine entre les savoirs et les pouvoirs. Mais ce qui fait son renouveau aujourd'hui, c'est qu'elle fait la fortune des industries pharmaceutiques et que par ailleurs, elle tient lieu de pensée médicale à un certain monsieur Bill Gates qui oriente les politiques sanitaires mises en place par l'OMS depuis plus de 15 ans, comme je l'ai montré dans un autre article paru cet été. Et comme les deux sont partenaires, la fondation Bill Gates, les industries pharmaceutiques, mais en fait, ils sont partenaires également aujourd'hui avec le politique, hein, les gouvernements, par le biais, donc les trois éléments sont réunis par le biais de ce qu'on appelle aujourd'hui les PPP, les partenariats publics-privés. Voilà comment, pour toutes ces raisons, on aboutit finalement au tabou, tel qu'il a été, par exemple, exprimé très sincèrement par la journaliste Christine Kelly dans une interview du 22 septembre 2024. À la question « Pouvez-vous aborder tous les sujets que vous voulez dans vos émissions de télévision ?» Elle répond, je cite, « Presque. Les vaccins, non. C'est un sujet délicat, particulièrement sensible. Je vous dis la vérité, ce sujet-là, il est très, très difficile de l'aborder. » Voilà ce que dit Mme Kelly. De fait, 1 an plus tôt, le 3 octobre 2023, le ministre de la Santé de l'époque, M. Rousseau, déclarait sur France Inter, je cite, « La vaccination, c'est la prévention et c'est le progrès tout de suite. » Le progrès, la civilisation, le machin en avant. Hein, et qui, ajoutant à propos des vaccins anti-Covid ARN messager, je cite, « On a un vaccin, toujours le singulier, et donc maintenant on a 3 ans de recul, dit-il, on sait qu'on n'a pas d'effet secondaire. Et donc il faut y aller. On sait qu'on n'a pas d'effet secondaire. Ça, la question a donc disparu, elle n'existe pas. Il s'agit fondamentalement d'un tabou et d'un déni de réalité qui, vous le voyez, articule un mensonge politique, une caution et un mensonge des experts scientifico-médicaux convoqués par ce politique, avec la complicité des médias.